Ça c'est pour la salle, voilà. ok. Voilà, Bonjour tout le monde, ben voilà, merci pour l'invitation. Donc mon nom est Ingrid Tenissen, je ne suis pas du tout hématologue, ma spécialité c'est la gynécologie, mais je me suis spécialisée en soins de support, donc accompagner les gens pendant leur traitement du cancer pour une meilleure gestion des effets secondaires et en médecine complémentaire. Et donc j'ai réintégré Bordet depuis début juin avec cette casquette, accompagner les soins de support et la médecine intégrative. Alors il y a de plus en plus, on entend parler de lifestyle medicine et l'exposé précédent il a clairement montré qu'on se rend compte que modifier le style de vie est en soi une médecine, parce qu'une mauvaise hygiène de vie de manière globale est source de maladies, mais inversement, une éducation et une modification du système de vie est une façon de traiter et de diminuer l'incidence des maladies, d'éviter que les maladies se développent rapidement, de rendre la personne plus forte pour mieux supporter les traitements et pour mieux retourner à un état de santé. Les 6 piliers de la lifestyle medicine sont l'activité physique, et l'activité physique, c'est vraiment la base, lutter contre la sédentarité, l'alimentation, et puis les 4 piliers suivants sont tout aussi importants. C'est la gestion du stress, on se rend compte vraiment que le stress a un impact très négatif, la qualité du sommeil. Avant, en médecine du style de vie, on mettait dans le même chapitre gestion du stress et qualité du sommeil. Maintenant, le développement de la lifestyle medicine montre que c'est vraiment 2 fonctions physiologiques et biologiques différentes, donc on les a séparées. Et nous sommes des êtres humains, et donc le lien social est très très important, et notre dimension de conscience, avoir le sens de la vie. Donc quand on veut une prise en charge de lifestyle medicine, ce sont les 6 piliers qui sont abordés. La diapositive suivante. Alors, qu'est-ce que c'est que la médecine intégrative? Je vais donner, ce n'est pas le sujet le propos de l'exposé, mais je vais quand même vous donner une brève définition. Ce sont l'utilisation des thérapies complémentaires. Alors, le vocabulaire est très important. Ce n'est pas parallèle. On communique. On n'est pas chacun sur notre droite qui ne se rejoint jamais. Donc, on communique avec l'équipe soignante. Ce ne sont pas alternatifs. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment en collaboration et en communication. Donc, c'est des complémentaires validés pour contrôler les symptômes physiques et émotionnels. Donc, ce n'est pas ce qui traite le cancer, c'est vraiment pour contrôler les symptômes physiques et émotionnels qui accompagnent la maladie. Non invasif, non toxiques, et ce sont des thérapies additionnelles. Donc ça, c'est vraiment la base, qu'il n'y ait pas de toxicité. Peu onéreux, et Dieu sait si dans le domaine du cancer, avec la vulnérabilité émotionnelle, les peurs, on est facilement victime de traitements coûteux, et moi j'en vois chaque semaine à ma consultation qui utilisent des budgets voilà, tout à fait démesurés. Donc le juste prix, ça doit être efficace et sécurisé. De nouveau, la sécurité, et je répète, avec et jamais à la place du traitement conventionnel. La diapositive suivante. Quelles sont les médecines complémentaires qui sont validées et reconnues comme étant par les autorités scientifiques? On les a séparées en 4 groupes. Le premier, ce sont les approches nutritionnelles avec les régimes, les compléments et la phytothérapie, ça va être le sujet. Les approches corps-esprit, c'est le body-mind medicine, donc on utilise l'esprit pour les mécanismes de guérison, et les études sur le bénéfice de la méditation pleine conscience sont très très nombreux. Les systèmes axés sur le corps et la manipulation, donc là c'est le mouvement avec bien sûr la kiné, l'ostéopathie, les massages, et alors des systèmes médicaux plus anciens, plus complexes, qui se basent souvent sur d'autres traditions médicales. La diapositive suivante. Alors là, je vais vous parler de compléments alimentaires. Un petit préambule. On m'a donné une petite demi-heure pour vous parler de nutrition. Et quand on tape dans Google nutrition, on a autant d'entrées que si on tape religion. C'est vraiment un sujet
on est dans des 6 millions, je pense, d'entrées, donc c'est quelque chose de très complexe. Ce n'est pas un sujet strictement scientifique, comme une nouvelle molécule, comme le genre de présentation auquel on est habitué dans une démarche scientifique. Ça s'approche sur un antécédent historique. Hippocrate disait déjà que l'aliment sont ton meilleur médicament, culturel, religieux, des croyances, des habitudes. Donc, c'est vraiment un sujet très, très vaste. C'est un petit peu frustrant pour moi parce que je vais devoir très fort synthétiser et j'imagine que pour vous, il y aura aussi des tas de sujets que je n'aurai pas abordés, mais c'est à ça que servira la séance questions-réponses. Donc, brièvement sur les compléments alimentaires, juste pour un bref rappel, notre cellule, l'unité de base de notre corps, qu'a-t-elle besoin pour fonctionner? De l'eau, n'oublions pas, des glucides, ça c'est le carburant, les acides aminés, ce sont les pièces de base pour fabriquer toutes nos protéines. Et je rappelle que les anticorps, donc notre système immunitaire, fonctionne avec des protéines, que les protéines fabriquent aussi toutes les enzymes, c'est-à-dire tous nos outils. On a besoin de 20 acides aminés, dont 8 essentiels. À partir du moment où on dit essentiels, c'est de l'alimentation qui doit nous les apporter. On ne peut pas les fabriquer nous-mêmes. On dépend d'un apport extérieur. Les lipides, et là, les lipides vont constituer nos membranes cellulaires, donc vont permettre aux cellules de communiquer entre elles. Et là également, il y a les acides gras essentiels, les fameux oméga 3 dont on entend beaucoup parler. Et puis les vitamines par définition, elles sont essentielles, elles doivent venir de l'alimentation, les sels minéraux, le calcium, le magnésium, le potassium et les oligoéléments. Les oligoéléments, c'est des petits composés, l'iode, le molybdène, dont on a besoin, c'est comme la petite clé dont on a besoin pour allumer sa voiture, ils sont aussi nécessaires. Vitamines, sels minéraux, oligoéléments, sels minéraux entrent aussi dans la constitution, mais vitamines et oligoéléments permettent à toute la machinerie cellulaire de fonctionner. C'est ce qu'on appelle, ce sont des cofacteurs. La diapositive suivante. Et alors, il y a différents types de compléments alimentaires parce que quand vous prenez des compléments alimentaires, c'est pas équivalent. Donc, il y a les compléments alimentaires dits nutritionnels essentiels. Donc, ça, c'est ce dont je viens, la liste des choses dont je viens de vous parler. Ce sont les besoins de base essentiels de la cellule. Comme vous pensez que votre alimentation ne vous les apporte pas en quantité suffisante ou vous êtes à une période de vie où vos besoins sont augmentés, il y a des compléments nutritionnels qui vont permettre de compenser ce manque. Et puis, il y a des compléments alimentaires qui vont nourrir le microbiote, et je m'attarderai un peu plus tard sur le microbiote, mais le microbiote, ce sont tous les micro-organismes qui se trouvent dans notre intestin et qui sont très très importants pour notre état de santé. Donc là, il y a tous des compléments alimentaires qui soignent le microbiote. Et puis, il y a des compléments nutritionnels qu'on extrait à partir de superaliments, des composés phytochimiques actifs pour un meilleur fonctionnement du cerveau, pour un meilleur fonctionnement de votre foie. Voilà, ça c'est des compléments nutritionnels. Et puis il y a la phytothérapie. C'est un peu comme ça, on ne met pas tout dans le même sac. Et quand vous prenez des compléments nutritionnels, vous devez savoir pourquoi vous les prenez et peut-être déjà avoir une idée de à quoi ils vont servir. La diapositive suivante. Alors la phytothérapie, c'est l'utilisation de plantes. Là, on part des plantes avec souvent, dans la phytothérapie, comme elle a été pratiquée jusqu'avant la naissance de la pharmacologie, avec plusieurs plantes, parce qu'on se rend compte que les plantes fonctionnent mieux en synergie. C'est comme ça que les mélanges sont plus efficaces. Mais ici, je vous ai dit, c'est l'ancêtre de la pharmacologie, donc il y a une action pharmacologique. Ça s'apparente à un médicament qui dépend, comme un médicament, de la concentration du principe actif. Et il faut savoir qu'il y a différentes préparations en phytothérapie, dont la concentration du principe actif, plus j'avance ici dans la liste, dans l'énumération, plus la concentration du principe actif est élevée et plus le risque d'interaction médicamenteuse est élevé. Donc aussi, vous pouvez prendre un complément alimentaire à base d'une plante. C'est intéressant, surtout pour les autres professionnels de santé, de savoir
de quel type de complément vous prenez, parce que son action sera différente, bien sûr, liée à la concentration du principe actif. Diapositive suivante. Donc, ce sont les principes de précaution. Lorsqu'on prend quelque chose en plus de son traitement, je vous ai dit sécurité, sécurité. Donc, principe de précaution. Diapositive suivante. Il ne faut pas dépasser les doses physiologiques. Vous savez, il y a les fameux AJR, apport journalier recommandé. Et c'est parce qu'au-delà de ces doses-là, il y a un risque de surdosage. Et donc, il ne faut pas dépasser 150% des AJR. Et ça, c'est surtout risqué lorsqu'on cumule. Lorsqu'on prend des vitamines B pour ça, plus ceci pour son système immunitaire, plus cela. Parfois, on se retrouve principalement pour le zinc. Moi, pour le moment, j'ai souvent le problème en consultation, c'est que tout le monde rajoute du zinc en consultation. Pour la peau et les ongles, on a du zinc. Avec les vitamines B, on a du zinc. Et pour le système immunitaire, on a du zinc. Donc, chaque complément en soi a une dose, sécurisée de zinc, mais quand on prend les trois, on se retrouve au-dessus des AJR. Donc, être attentif à ça, regarder les étiquettes. Et bien sûr, attention, dès qu'on atteint des niveaux pharmacologiques, il y a un risque d'effets secondaires et d'interaction médicamenteuse. La diapositive suivante. Donc, prudence, parce qu'il y a un risque d'interaction médicamenteuse, et surtout pendant la chimiothérapie et la radiothérapie. Prudence ne veut pas dire ne pas utiliser. C'est de le faire en communiquant avec les gens qui s'y connaissent. Diapositive suivante. Parce que voilà, moi, ça, c'est une photo que j'ai prise en consultation d'une patiente qui est venue avec son sac. Docteur, j'ai besoin de votre aide. Voilà tout ce que je prends, voilà tout ce que j'ai reçu, mais vraiment véridique. Et tout le monde vient avec son petit conseil. Ma cousine a pris ça, ça a super bien marché. Ah, t'es fatiguée, je vais te donner quelque chose. Tes cheveux, je vais te donner quelque chose. Donc, attention à l'automédication, attention aux conseils bienveillants et à la méconnaissance. Donc, voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre. J'en prescris moi-même régulièrement, mais avec une certaine vigilance. La diapositive suivante. Le dialogue. S'adresser au personnel de santé compétent, et il y a vraiment une énorme évolution, parce que ce qu'on disait avant, ne prenez rien, ou prenez, moi tant que c'est naturel, il n'y a pas de problème, on s'est rendu compte que ça ne correspondait plus à la réalité, donc il faut, l'information est là, bien communiquer et s'adresser aux professionnels de santé compétents, par cure, pas prendre à vie un complément alimentaire, chaque fois réinterroger la nécessité, respecter les doses physiologiques et bien sûr acheter des produits de qualité. Produits de qualité ne veut pas dire produits chers. Donc s'assurer de la qualité des compléments alimentaires. Bon, maintenant le nerf de la guerre, l'alimentation. Donc le nerf du sujet. Pourquoi est-ce que l'alimentation est importante? Parce qu'il y a une évidence statistique qui a un lien entre la qualité de l'alimentation et le type d'alimentation et la survenue de maladies. De maladies cardiovasculaires, ça c'est évident. Le diabète et certains cancers, pour le cancer du côlon, cancer du sein, cancer de la prostate, les études ont montré qu'une alimentation déséquilibrée favorisait l'incidence des cancers. Et par ailleurs, l'alimentation équilibrée contribue au bien-être et à un état de santé et permet, ça c'est aussi tout ce qui concerne l'hygiène de vie et la lifestyle medicine, comme je vous l'ai dit, de vous rendre plus fort par rapport au traitement et par rapport à vos capacités de convalescence et de retourner à un équilibre de santé. La diapositive suivante. Alors la base, le b.a.-ba de la bonne alimentation, c'est de manger des légumes. La base doit être végétale, la moitié de l'assiette, ce qui est énorme, mais de l'assiette 3 fois par jour doit être constituée de légumes. Et là, le docteur De Witte va vous parler du projet avec les potagers, parce que c'est vraiment prendre le problème à la base. Il faut toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pourquoi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel? Parce qu'alors on sait qu'on aura un maximum de composés phytochimiques et un maximum de bonnes vitamines et des différents nutriments nécessaires à la santé. Dans la mesure du possible, vraiment privilégier des produits frais et des produits de saison. La diapositive suivante.
Alors, il y a cette notion de super-aliment. Oui, maintenant qu'on a un diagnostic de cancer, tu dois manger du brocoli, tu dois manger des baies, toutes ces choses-là. Alors oui, pourquoi? On s'est rendu compte qu'il y a certains végétaux qui contiennent en concentration plus élevée que d'autres des nutriments qui sont impliqués dans le maintien de la santé et dans la prévention des maladies. Et donc, ces nutriments ont des agents phytochimiques importants. Ces nutriments sont aussi très riches en vitamines. Et je vous ai dit, les vitamines doivent être apportées par l'alimentation et ont un effet antioxydant également. L'oxydation, ça fait partie des déchets qui, par notre métabolisme cellulaire, donc on produit des radicaux libres, surtout liés lorsque qu'est-ce que j'allais dire, notre chaudière marche trop fort. C'est comme quand votre chaudière marche trop fort, il y a de la suie qui produit. Donc les radicaux libres, c'est un peu la même chose. Cela abîme les membranes cellulaires et donc on se rend compte que pour ralentir la détérioration, manger suffisamment de substances antioxydantes nous protège. La diapositive suivante. Et donc ça, c'est un tableau qui a été fait avec le focus cancer. Donc vous voyez, on a identifié dans toute une série d'aliments et tout en bas, vous voyez le brocoli qui a excellente réputation et pour cause. Là, il y a une molécule qui a été identifiée comme étant active et qui est active à certaines étapes du traitement du cancer. Donc c'est un peu, alors ce n'est pas un raccourci, mais avec ces super-aliments qui contiennent ces substances, on sait qu'on peut avoir un effet sur notre métabolisme cellulaire, sur notre fonctionnement de notre corps qui pourrait s'apparenter à certains traitements anti-cancer. Donc ça vaut la peine d'avoir cette alimentation riche en végétaux. Il n'y a que les végétaux qui ont cette capacité-là, et les champignons aussi. Mais donc il y a une alimentation le plus riche en végétaux pour avoir le plus de chances possible d'avoir des substances qui collaborent avec et votre traitement du cancer et votre organisme pour mieux se soigner. La diapositive suivante. Alors le microbiote, là je fais un point d'arrêt parce que pour moi le microbiote c'est la médecine du futur. On se rend compte que notre flore intestinale, tous les micro-organismes qui peuplent notre tube digestif sont vraiment un socle de santé et sont reliés à un maximum de maladies. On a plus de cellules de notre microbiote que des cellules à nous. Donc, qui sommes-nous? Ça, c'est plus une question existentielle et philosophique. Et donc, le microbiote assure 4 fonctions très importantes: la santé digestive, les ballonnements, le reflux, le bien-être digestif, la constipation, la diarrhée, donc tout ce qui est le simple fonctionnement de la santé digestive. Et comme on mange 3 fois par jour, ça change la qualité de vie lorsque la santé digestive est bonne. La nutrition et le métabolisme, les bactéries, enfin la flore intestinale participent à notre capacité d'absorber correctement les nutriments et d'avoir un métabolisme plus ou moins efficace. Ce sont nos bactéries qui fabriquent la vitamine K qui est très importante pour son effet anticoagulant et pour la santé osseuse. Donc si on a un microbiote qui ne fonctionne pas bien, on sera carencé en vitamine K. Notre système immunitaire, c'est là que la première information de notre système immunitaire sur les corps étrangers travaille, et c'est également notre deuxième cerveau. 80% de l'hormone du bien-être, la sérotonine, est produite par notre flore intestinale. Donc très très important de soigner notre flore intestinale. La diapositive suivante. Et qu'est-ce qui nourrit notre flore intestinale? On va lui donner à manger. Eh bien, on retombe sur la base. La base, c'est les légumes. Ce sont les fibres alimentaires présentes dans les légumes. Et on se rend compte que la diversité des légumes, on reprend toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour être sûr d'avoir tous les nutriments possibles, mais aussi toute une diversité de légumes pour pouvoir nourrir notre microbiote. Plus c'est diversifié, donc manger toujours la même chose, c'est vraiment pas bon. C'est pour ça que c'est très bien de manger les légumes de saison, parce qu'on sait que ça change au niveau de chaque saison. Et
ce qu'on donne comme petit truc, c'est qu'une fois par semaine, il faut acheter un légume qu'on ne connaît pas et regarder sur Internet comment le cuisiner, parce que grâce à ça, on aura un meilleur microbiote. Et alors là, c'est une des explications pourquoi la viande rouge. La viande rouge, on s'est rendu compte que si on consomme trop de viande rouge, c'est vraiment un paramètre négatif sur l'état de santé. C'est parce que la viande rouge est délétère pour notre microbiote. Diapositive suivante. Alors, dans l'alimentation, donc étape 1, la moitié, c'est les légumes. Quand vous êtes en charge de faire le repas, on a l'habitude de dire on commence par la viande, quelle viande on mange, et puis on dit ah, quel féculent, et puis les légumes viennent en troisième. Moi, ce que je vous propose, c'est d'inverser. Quels sont les légumes? Comment je remplis la moitié de mon assiette? C'est quoi les légumes de saison? Et puis construire. Le deuxième quart, ce sont une consommation suffisante de protéines. On en a besoin. Et en diminuant la consommation de viande rouge, vraiment on en consomme un peu trop, manger du poisson parce qu'il y a cet apport d'oméga 3 et apprendre la richesse des protéines végétales dans les légumineuses, lentilles, pois chiches, pois cassés. Ce sont vraiment des sources de protéines qui ont une grande valeur nutritionnelle et qui n'ont pas cet effet, qui ont un effet positif sur la flore intestinale également. Diapositive suivante. Alors, des huiles de qualité. J'ai l'habitude de dire aux patients que s'il y a une chose qui doit être bio et de qualité, c'est les huiles, parce que c'est dans les huiles que les pesticides et les engrais se concentrent. Ça, c'est des questions de nature chimique. Et on a remarqué que quand on mangeait une pomme non bio, on retrouvait les pesticides dans les urines, donc on arrivait à les éliminer, mais lorsqu'on mange des corps gras non bio chargés en pesticides, ils vont se mettre dans nos membranes et c'est beaucoup plus difficile à éliminer. Donc si au niveau budget, il y a une chose où il faut dans son alimentation pas avoir peur de privilégier la qualité, c'est dans tout ce qui est corps gras, beurre, œufs, huile et protéines. Consommer des oléagineux aussi. On a arrêté de consommer des lentilles et des pois chiches, mais les noix, les noisettes, noix et noisettes, c'est plutôt les oléagineux de nos régions. Pourquoi? Parce que c'est très très riche en certains minéraux, certaines vitamines et également en bons corps gras. Et alors, n'oublions pas, boire de l'eau. Je vous ai dit, les besoins de la cellule, numéro 1, c'était de l'eau. Il faut boire de l'eau. On a besoin de ça pour fonctionner correctement et pas des boissons sucrées, autre chose. Vraiment, l'eau pure est très, très importante. Nous permet d'éliminer correctement. On ne nettoie pas sa maison avec du coca. On ne peut pas correctement éliminer si on n'a pas suffisamment d'eau. La diapositive suivante. Alors, le premier message à prendre à la maison, take-home message, c'est les légumes. La moitié de son assiette, c'est des légumes de toutes les couleurs, de saison et variés. Le deuxième message super important qui fait vraiment la différence et qui est relié au niveau statistique, ce sont les produits raffinés, transformés, ultra transformés, agroalimentaires. Tout ce qui sort d'une usine et qui a subi des modifications physico-chimiques pour rendre ces produits, quand vous regardez date d'expiration 2028, donc c'est pour rendre, ou 2027, ça rend des produits qui ne sont plus des produits vivants. Non seulement c'est plus des produits vivants, mais ce sont des produits qui ne sont pas bons, parce que il y a rehausseurs de goût, émulsifiants, colorants, conservateurs, toutes sortes de graisses transformées. Votre corps, il ne sait pas quoi faire avec tout ça. Et ça s'encrasse, ça entraîne une surcharge de travail pour votre système qui doit éliminer tous ces produits chimiques. Et ça n'apporte pas des nutriments. Je vais peut-être terminer. Et donc, le truc tout simple, c'est maximum 5 ingrédients. Parce qu'on dit oui, agroalimentaire, c'est facile, enfin c'est compliqué, blablabla. C'est 5 ingrédients sur l'étiquette. Si un des ingrédients c'est l'eau,
ça ne compte pas, vous pouvez être à 6. Et donc, que ce soit bio ou ne pas bio, à partir du moment où on a plus de 5 ingrédients, même quand on a des problèmes de vue, on voit tout de suite qu'il y en a plus que 5, vous pouvez le déposer. Alors, bien sûr, dans nos habitudes de maintenant, on a laissé tomber ça. On est habitué à prendre un pot de mayonnaise avec 8 ingrédients, le pot de moutarde avec 7, voilà, les biscuits avec 12 ingrédients. Mais je pense que c'est vraiment, ça va vous remettre vers le fait de repartir du produit de base. Mais le produit de base, c'est un produit nutritionnellement, avec une qualité nutritionnelle. Ça va vous protéger de toute une série d'ingrédients qui ne sont pas bons pour votre santé. Et voilà, c'est vraiment le deuxième message. 5 ingrédients sur les étiquettes et la moitié de l'assiette à base fait par des légumes. Diapositive suivante. Et alors, toutes les statistiques, les études, les zones bleues, vous savez, où il y a le plus de centenaires dans le monde, qu'est-ce qui fait qu'il y a des zones où il y a plus de centenaires? C'est 2 diètes. Les 2 diètes qui sont validées, c'est le régime méditerranéen. Vous avez entendu parler le régime crétois, où on retrouve tout ce que je vous ai dit, mais aussi l'alimentation japonaise, qui est des régimes qui correspondent à des alimentations équilibrées, colorées, variées et qui permettent d'avoir un bon état de santé. Donc Noël approche, c'est le moment de s'offrir des livres de cuisine pour retrouver le plaisir de cuisiner des choses savoureuses et donc forcément pas diminuer sa consommation de produits transformés et ultra transformés. La diapositive suivante. Voilà, alors pour conclure, ce n'est vraiment pas une leçon de morale. C'est l'idée, c'est ce sont des conseils, essayez d'être le plus simple possible. La diapositive suivante, je veux dire le plus basique, parce qu'il faut vraiment retrouver le plaisir partagé, et j'insiste sur partager. Lorsque on fait des ateliers alimentation et qu'on demande aux gens de nous raconter quel était leur meilleur repas, c'est pas tellement ce qu'ils ont mangé, mais c'était l'ambiance et les personnes avec qui ils étaient. Donc on doit retrouver ce plaisir partagé et de cuisiner et de partager un repas. Un apprentissage, il ne faut pas sortir, on l'a très très bien vu, je trouvais que l'exposé précédent était très intéressant quand ils ont proposé des activités physiques à partir du point de départ de la personne. Ici aussi, c'est un apprentissage, c'est par petits pas, c'est tout au long de la vie. Et on sait que la transformation durable de sa façon de manger améliore la santé à long terme. Et donc moi, j'ai énormément travaillé avec des patients de cancer du sein. Là, on se rend compte que quand la patiente qui a un cancer qui est sensibilisée sur ce qu'elle peut faire pour aller mieux, elle change sa façon de manger, ça améliore la santé de toute la famille. Donc ce que vous faites, ce n'est pas seulement vous parce que vous êtes malade et qu'il y a une obligation de le faire, c'est vraiment un projet qui s'étend aux personnes que vous aimez, vous étant la première personne à aimer. Diapositive suivante. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Et mes patientes. Je vais dire un petit mot peut-être sur l'atelier potager parce que je pense que c'est tout à fait... voilà, ça relie ces deux exposés, puis on fera une petite pause et on poursuivra après. Donc nous, on connaît ces données scientifiques qui montrent qu'il faut faire de l'activité physique et que c'est une bonne idée de bien manger. Mais on est comme vous, des êtres humains, et même pour se l'appliquer à nous-mêmes, on n'a pas forcément facile. Donc on a imaginé un projet pour essayer de faire ça ensemble. Et donc on vous propose, à ceux qui le souhaitent, d'organiser des ateliers dans un potager. Donc on a la chance ici à l'hôpital Bordet d'être juste à côté d'un énorme potager bio partagé qui est tenu par deux super femmes qui organisent ça. Et donc c'est un atelier, c'est un potager où on peut s'inscrire
aller cultiver les légumes et puis les ramasser, les ramener à la maison, les cuisiner. Et donc on s'est dit que ça alliait vraiment très très bien ce principe de bouger, hein, d'une activité physique et de bien s'alimenter. Et qu'en plus, parce que le docteur Isebar l'a bien noté, on le ferait en groupe, donc, parce que c'est motivant d'être ensemble. Et donc on vous proposerait des ateliers qui seraient en tout cas une fois par mois accompagnés par une ergothérapeute. Et moi, pour les patients LLC, il y aura aussi un deuxième atelier avec le docteur Wolfram pour d'autres types de patients. Et donc, c'est vraiment l'idée d'avoir un rendez-vous mensuel ensemble dans ce potager, de papoter en jardinant. Alors, on aura évidemment des petites recommandations. Le jardinage, quand on est sous traitement, il y a des petites choses à savoir. Mais c'est ça l'idée. Donc, si vous êtes intéressé par ce type d'activité, parce que forcément ça n'intéressera pas tout le monde, eh bien vous pouvez nous laisser votre nom sur la liste que je vais laisser là-bas sur la table. Et si vous y repensez dans un deuxième temps, vous pouvez en parler à votre hématologue traitant, écrire un mail au secrétariat, il y a plein de moyens. Comme on va rentrer dans la période hivernale, ce n'est pas du tout le bon moment pour débuter cette activité. Ça débutera plutôt aux alentours de mars, probablement, mars-avril. Mais donc, si vous êtes intéressé, laissez-nous vos coordonnées et au fur et à mesure, on va construire ce groupe, choisir un moment idéal pour le faire. Donc voilà, on est loin de la montre collectée, on s'inscrit avec du papier, on n'a pas du tout de montre, on va dehors et on essaie de bien manger. C'est un peu le même concept mais fait autrement. C'est pas du tout associé à ce stade à une étude. On pourrait un jour le faire. Là, on voudrait d'abord essayer de faire un premier groupe de patients pour voilà, voir si ça répond à vos envies, à vos besoins. Et on remercie d'ailleurs nos sponsors pour cette activité, pour les activités de cette journée d'ailleurs. C'est B1 qui nous aide pour l'organisation de ces ateliers collectifs dans les potagers. Et on a aussi reçu beaucoup d'aide de AstraZeneca pour organiser la petite enquête que vous avez reçue en papier ou en QR code et pour faire le petit teaser que certains d'entre vous ont peut-être vu justement pour décrire cette journée d'aujourd'hui et le principe du potager. Vous avez peut-être vu des images du potager, j'ai oublié d'en remettre aujourd'hui, mais je vous assure que c'est un endroit qui vaut la peine d'être vu. C'est vraiment très très beau, c'est dans le Pajottenland, là juste derrière. Ça vaut la peine. Voilà. S'il n'y a pas de questions brûlantes, je vous propose de faire une petite pause. Ah, il y a quand même une question, mais on aura évidemment encore l'occasion de répondre à vos questions à la fin du dernier exposé. Bonjour. Voilà, j'avais juste des toutes petites questions concernant les pesticides. Bon, on dit toujours qu'il faut laver les fruits avant de les consommer, mais est-ce que c'est vrai qu'il y a quand même une partie des pesticides qui pénètrent dans les fruits? Je pense que oui. Alors, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas ingénieur agronome, mais bien sûr qu'il y a une partie des pesticides qui pénètrent dans les légumes. Et est-ce qu'il y a des fruits qui sont déconseillés, comme je pense au pamplemousse, pour les gens qui ont une leucémie? Alors là, c'est deux questions complètement différentes. C'est le côté interaction médicamenteuse avec du pamplemousse qui peut bloquer, inhiber l'activité de votre médicament. Mais ça n'est pas déconseillé à cause des pesticides, c'est déconseillé à cause du risque d'interaction médicamenteuse. Est-ce qu'il y a d'autres fruits? C'était ça ma question. Ah non. Non? Il y a juste le pamplemousse. En fait. Oui, que je sache, oui. Oui, juste une petite question. Vous parlez fruits, légumes. C'est sur le même pied, cru ou cuit, ou bien il y a une préférence? C'est plus légumes que fruits. Donc vraiment, les fruits, on conseille pas quand on dit la base c'est des légumes, base de légumes. Donc il y a aussi des fruits, mais ce n'est pas la base. Et votre question c'était? Alors ça dépend, il faut que ce soit digeste, que ce soit assimilable, et donc il faut une petite proportion crue pour avoir certaines vitamines qui sont détruites par la cuisson.
Et cru ou cuit, le mode de cuisson est aussi une façon ou non de préserver la qualité nutritionnelle. Donc des cuissons trop violentes qui brûlent trop vont aussi modifier la valeur nutritionnelle des aliments. Donc c'est cuisson douce et ça donne une partie crue pour avoir certaines vitamines et nutriments qui sont facilement détruits. Voilà. Modération, équilibre. C'est Bonjour. Bonjour. Combien de temps doit-on attendre pour un rendez-vous chez vous? Je pense que les délais sont Alors, les délais sont à ce stade encore raisonnables parce qu'Ingrid nous a rejoints en juin. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ça a pas mal de succès parce qu'elle a de très bons conseils et que pour l'instant, c'est la seule qui pratique ce type de consultation pour tous les patients de l'Institut, pas seulement pour les patients d'hématologie. Mais pour l'instant, c'est tout à fait possible. Vous pouvez demander à l'accueil un rendez-vous. Voilà, ce ne sera pas délirant d'attente. C'est dans les mois, c'est pas dans l'année. Non. Quand vous recevez un patient, les conseils sont basés, j'imagine, sur l'historique médical et la prise de sang. Et les préférences du patient aussi. Les choix, les préférences, là où se trouve le patient, quel est l'objectif qu'on veut, quelle est la demande. Est-ce que c'est possible de nous indiquer ce qui est bien d'avoir sur la prise de sang quand on vient chez vous à l'avance? Je préfère fonctionner à l'envers, de mieux connaître le patient, son mode de vie, parce que j'ai l'habitude de dire que je soigne des patients et pas des prises de sang. Donc d'abord, je vois quel est le type de mode de vie, les symptômes que la personne présente pour éventuellement demander des analyses supplémentaires. Mais je ne fais pas partie de ces personnes qui font des prises de sang à 250 €. Pas du tout. Parce que non, mais de nouveau, je vous ai dit, onéreux, il y a aussi des bilans nutritionnels qui, vous voyez, ont tendance à un peu m'énerver, où on fait des prises de sang très très pointues, alors que moi je trouve qu'en écoutant le patient, en voyant, en corrigeant des choses de base, on peut déjà améliorer fortement, et si nécessaire, dans des cas complexes, compliqués, peut-être certaines prises de sang pointues, mais pas de manière systématique. Juste pour revenir sur cette consultation, vraiment, j'insiste sur le fait que c'est quand même assez, pour l'instant, unique en Belgique, d'ailleurs, je crois. C'est que souvent, les soins de médecine intégrée sont pratiqués à côté des hôpitaux ou même pas du tout dans l'hôpital ou loin de l'hôpital. Ici, la volonté à l'Institut, c'est vraiment de faire un partenariat et c'est ça qui est important. Donc le docteur Tunissen, elle voit votre dossier médical comme n'importe quel autre médecin de l'Institut et on parle ensemble. Elle parle avec l'oncologue, elle parle avec le radiothérapeute. Donc c'est vraiment un partenariat qui est essentiel pour pouvoir justement ne prendre aucun risque et s'assurer qu'on fait des choses qui sont vraiment démontrées sur le plan scientifique. On ne prescrit pas quelque chose qui n'a pas une valeur démontrée. Et puis, même chose pour les examens. Parce que justement, ces prises de sang, par exemple, il y en a des tas qui coûtent hyper cher et où en fait, il n'y a pas du tout de démonstration que ce soit utile d'une quelconque manière. Voilà. Il y avait encore une petite main, j'ai vu, mais je ne sais plus. Non ? Eh bien, petite pause alors. Voilà.